Bonjour. Je vais vous parler d'un grand classique de l'histoire des sciences, une histoire qui remonte aux années 1880. Dans le contexte scientifique qui précède cette histoire, on sait déjà que la lumière est une onde. Une onde, c'est le déplacement d'une perturbation dans un milieu, comme par exemple les ondes à la surface de l'eau, où la perturbation est simplement le niveau de l'eau, ou le son, que vous connaissez, où la perturbation est celle de la pression, et le milieu, n'importe quel matériau, mais plus habituellement pour nous, l'air. Et donc, depuis les années 1800, on sait que la lumière est dans le même cas, qu'il s'agit d'une onde. La question naturelle qu'on se pose, c'est dans quel milieu cette onde se propage. Et on va appeler ce milieu hypothétique l'éther, qui est donc le nom qu'on donne à ce milieu dans lequel la lumière se déplace. Vous savez sans doute que la Terre tourne autour du Soleil, mais ce que vous savez sans doute moins par cœur, c'est la vitesse de sa rotation orbitale. Et c'est de l'ordre de 30 km par seconde. Donc on sait d'une part que la lumière du Soleil nous parvient, qu'elle le fait en traversant ce milieu hypothétique, cet éther, et on sait aussi que la Terre bouge à 30 km par seconde et change tout le long de sa trajectoire la direction. Donc l'hypothèse, c'est qu'à au moins un point de l'orbite, on puisse sentir le mouvement relatif de la Terre par rapport à l'éther. Sentir en quelque sorte ce vent d'éther avec environ cet ordre de grandeur de 30 km par seconde. Alors 30 km par seconde, c'est beaucoup, ça fait déjà une bonne brise, mais la seule chose qu'on connaisse et qui se déplace dans l'éther, c'est la lumière. Et la lumière, ça se déplace à 300 000 km par seconde. Donc entre les deux, il y a un rapport 10 000. Pour la lumière, franchir un cours d'eau avec un courant de 30 km par seconde, c'est comme franchir un lac extrêmement calme. Et donc pendant longtemps, on a cru que la précision nécessaire pour mettre en évidence quelque chose était bien trop importante. Et c'est donc ce contexte qu'arrive Albert Abraham Michelson. Lui, il va dire que c'est possible. Il va concevoir et réaliser une expérience qui fait exactement cela, mesurer la vitesse du vent d'éther. Alors comment ça marche le dispositif de Michelson ? Donc c'est un dispositif optique qui fait intervenir la lumière, évidemment. Et là, vous voyez une vue de haut schématique du dispositif. Donc vous avez un rayon lumineux qui arrive en A, qui touche un miroir semi-réfléchissant représenté en bleu. Donc semi-réfléchissant, une partie va être réfléchie, une partie va traverser le miroir. La partie réfléchie va faire un aller-retour en BC en touchant un miroir en haut. Et la partie qui traverse va faire un aller-retour en DE qui touche un miroir à droite. Et une partie des deux signaux vont se recombiner en F. Et c'est en F qu'on va chercher à observer quelque chose de particulier. Donc on voit que ce dispositif a deux bras, deux trajets perpendiculaires l'un à l'autre possibles pour la lumière. Et on va faire en sorte en fait, que la longueur de ces deux bras soit exactement la même. On va en mettre un dans le sens du vent d'éther supposé et l'autre perpendiculaire. L'analogie qu'on donne pour expliquer le fonctionnement qui est derrière, c'est celle de deux nageurs. Vous imaginez deux nageurs parfaitement identiques, l'un essayant de faire un aller-retour dans un cours d'eau perpendiculaire au courant, et l'autre faisant un aller-retour dans le sens du courant, donc à moitié à contre-courant, l'autre moitié dans le sens du courant. Et il se trouve que dans ces conditions-là, si les deux nageurs sont absolument identiques, c'est celui qui se déplace perpendiculairement au courant qui arrivera un peu en premier. Donc on observe un décalage. Je vous laisse faire les calculs si ça vous intéresse. Et donc, dans l'expérience de Michelson, c'est le même principe. C'est la lumière qu'on utilise à la place des nageurs et le vent d'éther qu'on utilise à la place du courant. Et on espère observer un décalage au bout. On a dit que la lumière était une onde. C'est-à-dire qu'en pratique, c'est vraiment ce que vous pouvez imaginer, voir la lumière comme des petites vagues dans l'espace. Mais c'est un phénomène qui est très petit. Pour la lumière visible, par exemple, c'est de l'ordre de 500 nanomètres. Donc 500 nanomètres, c'est la taille entre une vague et la suivante. Et ça fait environ 5/10 millième de millimètre. Et c'est parfait parce qu'en fait, on va utiliser cette précision-là à notre avantage dans le dispositif de Michelson. Lorsque deux vagues, deux ondes se recombinent et qu'elles arrivent synchronisées, on a les bosses qui arrivent en même temps que les bosses, ce que vous voyez à gauche, et les creux qui arrivent en même temps que les creux. Donc le tout s'amplifie et on observe une augmentation de l'intensité. Et si ça arrive légèrement décalé, on observe les bosses en même temps qu'une partie des creux, et donc le signal s'atténue, et des fois parfois totalement, et donc on a une baisse de l'intensité. Donc dans le dispositif de Michelson, il suffit que le vent d'éther décale l'arrivée d'un signal lumineux de l'ordre de 5/10 millième de millimètre, ou même du 10 millième de millimètre, pour qu'on voit quelque chose.
Vous voyez ici un schéma, je n'ai pas trouvé de photo du premier dispositif de Michelson, qui est en haut. Donc on reconnaît les deux bras du dispositif, avec au bout de chaque bras un miroir qui va servir à redévier la lumière. Donc c'est un dispositif qui est installé sur un pied, ça lui permet de tourner. Alors ça a deux avantages. Le premier, il est expérimental. On va faire une série de mesures sans bouger l'appareil, et après on va en refaire une autre en le tournant de 90 degrés. Comme ça, on inverse le rôle de chaque bras. Et ça permet d'être sûr que la conclusion de l'expérience, en fait, elle ne dépend pas du dispositif, mais bien de ce qu'on mesure. Puis une autre utilité, c'est que si on peut le tourner petit à petit, plutôt que de voir 2 points, on va voir une variation de l'intensité tout au long de la rotation du dispositif. Alors évidemment, un dispositif aussi précis à régler, c'est totalement l'enfer. Donc Michelson, il va entre autres citer la température. Il suffit qu'un des deux bras du dispositif soit 1/100 de degré plus chaud que l'autre, pour que la dilatation du métal engendre un décalage qui serait plus grand que l'effet qu'on veut mettre en évidence. On a aussi l'activité humaine qui est un problème. Le dispositif est installé dans une cave, mais les sabots des chevaux à 100 mètres dans une rue font des vibrations qui suffisent à rendre le dispositif inutilisable. Et enfin, on a le fait que ce dispositif, il est relativement flexible et il faut le tourner. Donc même s'il est imperceptiblement flexible et fait de métal, eh bien, le tourner est impossible. À chaque fois qu'il le tourne, tout se dérègle. Mais bon, en refaisant le dispositif plusieurs fois, en décalant l'expérience d'emplacement 3 fois et en effectuant les mesures la nuit, Michelson va réussir. En 1881, il mène avec succès son expérience et il donne une valeur à la vitesse du vent d'éther. Il arrive à mesurer le vent d'éther. Et que va-t-il trouver ? Absolument rien. Dans l'expérience de Michelson, on n'observe pas de valeur de vitesse du vent d'éther. Alors évidemment, ça ne s'arrête pas là, car vous voyez qu'avec quelque chose qui est aussi précis, c'est difficile d'être cru. On peut imaginer que l'écart expérimental est trop grand par rapport à la précision du système nécessaire. Et c'est dans ce contexte qu'arrive un deuxième personnage qui est Edward Elias Morley. Et lui, son idée, ça va être de rendre un dispositif qui était déjà extrêmement pénible à régler à cause de sa précision, en un dispositif encore plus précis. Et c'est exactement ce qu'ils vont faire à deux. Donc là, vous voyez une photo du nouveau dispositif. Donc à la place d'avoir 2 bras de métal, on a un énorme bloc qui est beaucoup plus rigide, donc sur lequel est installé toujours les miroirs dans 2 directions possibles. Vous voyez le schéma en dessous. Le dispositif est installé sur une cuve de mercure, qui est donc à température ambiante un métal liquide, et cette cuve de mercure repose sur une énorme pierre de granit. Donc c'est un dispositif flottant. Ça lui permet 2 choses, de s'isoler des vibrations et de pouvoir tourner. Il suffit de lui donner une petite impulsion et il tourne pendant plusieurs minutes sans qu'on y touche, très lentement, en effectuant un tour, si ma mémoire est bonne, toutes les 6 minutes. Alors la grande amélioration du dispositif, c'est pas tout ça, c'est d'avoir remarqué que plus le dispositif est grand, plus vous laissez de temps aux 2 rayons lumineux de se décaler. Mais construire un dispositif qui ferait 10 mètres de diamètre, ça serait extrêmement difficile. Donc l'astuce, ça va être d'installer toute une série de miroirs. Avant, on avait un aller-retour de la lumière dans chaque direction, et maintenant on en a juste plusieurs. Donc vous voyez le schéma en haut à droite qui représente tous les allers-retours. Et à la fin, on réunit les deux trajets de la lumière. Et donc ici, avec toute cette chose, on a une précision qui est 10 fois supérieure à celle de l'expérience de Michelson seul. Alors je vous laisse imaginer la difficulté pour régler une dizaine de miroirs dans toutes les directions et être sûr que la longueur est la même avec la précision demandée. Mais au cours de l'année 1887, ils vont réussir et ils vont mener à terme leur expérience et mesurer la vitesse du vent d'éther. Et ils vont le faire 2 fois, à 3 mois d'intervalle, pour être sûr que la mesure ne dépend pas de la position de la Terre sur son orbite, si vous vous souvenez de la raison pour laquelle on faisait ça au début. Et que vont-ils trouver ? Absolument rien. Dans l'expérience de Michelson-Morley, on n'observe pas non plus de vitesse du vent d'éther. L'expérience de Michelson-Morley est ce qu'on appelle en science une expérience négative. Sa conclusion est qu'il n'y a pas de vent d'éther, mais ici plus précisément du coup qu'il n'y a pas d'éther et que la lumière est une onde sans support. Cette conclusion sera un des piliers qui va soutenir la révolution scientifique qui s'ensuivra au cours du XXe siècle, commençant par la révolution introduite par Einstein et la relativité. Ça nous amène une première remarque sur le fonctionnement de la science. La science apprend de la surprise, de la contradiction et de ses erreurs. Et dans le cas de l'expérience de Michelson-Morley, elle le fait sous sa forme la plus pure. Ce n'est pas qu'on observe quelque chose qui vient s'ajouter à la théorie et qu'on ne s'y attendait pas, c'est qu'on n'observe pas quelque chose que la théorie prédisait.
Une autre remarque qu'on peut faire sur le fonctionnement de la science, c'est l'importance de la transparence et de la documentation. Car faire l'expérience, c'est important, mais c'est encore mieux si on arrive à en faire profiter la communauté scientifique, et donc, c'est-à-dire à faire en sorte qu'on vous croie. Donc je vous laisse imaginer la réputation qu'il faut pour convaincre avec votre compte-rendu. Quand vous dites « on mesure rien », que les gens vont plutôt vous croire et se dire bah, « en fait, il n'y a rien », que simplement penser que vous avez mal mesuré. Mais la documentation, ça ne sert pas qu'à ça. Ça sert aussi à quelque chose de très important qu'est la réplication. Et cette histoire a une suite, car tout au long du XXe siècle, on va avoir toute une série d'expériences, une vingtaine, j'en ai trouvé au total, qui reprennent soit le fonctionnement du dispositif de Michelson-Morley, soit quelque chose de totalement différent. Parfois, c'est pour tester des conditions qui pourraient être objectées. Dans le dispositif de Michelson-Morley, il était installé dans une cave, et on pourrait dire que les parois de la cave font un peu obstacle au vent des terres, donc il y aura des versions de l'expérience qui seront à l'extérieur. On peut remarquer notablement que Morley recommence lui-même une expérience en 1902 et une autre en 1904. Morley est un scientifique qui doute, et pour un scientifique, c'est une qualité. Et on peut aussi remarquer l'expérience de 1973, qui est intéressante, même si elle fonctionne sur un fonctionnement totalement différent, en fait, parce qu'elle serait capable de mesurer une vitesse du vent des terres de l'ordre de 3 cm par seconde. Donc je vous rappelle qu'au début, on avait du mal à mesurer une vitesse de vent des terres de 30 km par seconde, et que dans la dernière version de 1973, on pourrait mesurer une vitesse de vent des terres de 3 cm par seconde. Alors qu'est-ce que toutes ces expériences vont trouver? Quelle est la valeur du vent des terres qu'ils mesurent? Toujours rien, absolument rien. Il n'y a pas de vitesse de vent des terres. Ils sont têtus, mais c'est comme ça. Ouais. Et donc ça nous amène sur une dernière remarque sur le fonctionnement de la science, c'est que la science apprend aussi de la réplication. Vérifier encore et toujours que la théorie fonctionne, c'est très important. Donc imaginez le travail qu'il faut faire derrière la longue série d'expériences qu'on a vues juste avant, l'effort que ça représente, et chaque expérience ne nous apprend en fait, en quelque sorte, rien de plus que ce qu'on soupçonne déjà. Mais c'est essentiel. Tous ces scientifiques qui dédient une partie de leur travail à répliquer quelque chose ont très peu de chances de devenir célèbres grâce à une réplication. Car une réplication, c'est généralement pas une observation disruptive. Mais leur travail est essentiel. Vérifier encore et toujours que la théorie fonctionne, c'est le prix à payer pour être sûr de converger vers davantage de vérité. Alors, ça apporte aussi quelques questions un peu philosophiques. Quand est-ce qu'il faut persévérer dans l'expérience? Quand est-ce qu'il faut s'arrêter et revenir sur la théorie? Donc il y a 2 exemples. Celui du boson de Higgs. Pendant de nombreuses années, on a fait beaucoup d'expériences pour mettre en évidence le boson de Higgs. On n'a jamais rien trouvé. Puis au final, on en fait une et on le met en évidence. Donc là, c'était justifié et la conclusion n'était pas celle des premières expériences. Et dans le cas de la matière noire, c'est une question qui est ouverte. On suppose que celle-ci serait faite de particules faiblement interagissant avec la matière. Et jusqu'à présent, toutes les expériences menées, même des expériences extrêmement précises, n'ont jamais réussi à rien détecter. Donc faut-il considérer qu'il faut faire une énième expérience ou revenir sur la théorie? Mystère. Donc la conclusion, en dehors de ce que ça nous dit sur le fonctionnement de la science, l'importance de l'apprentissage des erreurs, de la surprise, de la documentation et de la réplication, moi je trouve que la conclusion personnelle que je préfère à l'expérience de Michelson-Morley, elle est assez paradoxale, car pour une expérience qui est très pratique, moi ce que je préfère en fait, c'est ce qu'elle nous dit sur le plan théorique. Parfois, pour faire les plus grandes découvertes et les plus grandes révolutions scientifiques, il suffit juste de comprendre qu'il n'y a en fait rien à voir. Merci.